Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Voilà, et ben on se sent déjà mieux puisque nous sommes avec vous, Maximilien. Eh ben, bonjour Richard, merci de m'accueillir. Oui, on va parler littérature. Bonjour aux auditeurs de la matinale de Radio Courtoisie. Figurez-vous que les cimetières sont remplis d'écrivains, hein, mais il y a des vivants qui écrivent, et donc je suis venu vous présenter à minima 3 vivants. Tout d'abord, Frédéric Bécourt qui nous a livré un livre tout récemment qui s'appelle Thanatos, aux éditions Héliopole. Alors Thanatos, qu'est-ce que c'est que ce titre? Eh bien, c'est le moyen naturel de défense de certains animaux simulant la mort. Et il se trouve que Guillaume Labarthe... Les opossums. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Et Guillaume Labarthe est un peu un opossum puisque c'est le héros narrateur. Il a eu ce réflexe déstabilisant et salvateur lors d'un attentat. Il a fait le mort. Il s'est réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard, indemne. Il s'est en quelque sorte absenté de son corps. La fusillade a eu lieu dans un local paroissial parisien lors d'une distribution de colis alimentaires. Et Guillaume apprend à l'hôpital la mort de sa petite amie Alice. Alors voilà pour le contexte de démarrage. Il se trouve que notre héros narrateur d'à peine 30 ans est totalement insensible au monde et bien incapable en fait d'endosser le rôle de la victime que tous les proches des lointains aimeraient qu'il joue. Hein. Donc, d'ailleurs, je le cite, « Quand les autres pleurent, je ne ressens rien. Même la nuit, seul avec mes pensées, mes souvenirs et mes fantômes, je ne ressens rien. Je ne ressens aucune honte et aucune fierté non plus d'avoir survécu. » Alors le miraculé vit avec sa mère dans l'ombre d'un père mort, mais il est en fait un gamer connu sous le pseudonyme de Slash Gordon. Très peu incarné et finalement, ce réflexe de faire le mort de Thanatos donc apparaît comme une conséquence logique de sa personnalité. Mais qu'en est-il d'Alice, vous allez me dire, hein, la petite amie, oui. Bien sûr, ayant succombé dans l'attentat, c'est là que le roman se transforme en polar d'un genre nouveau. Slash Gordon, Guillaume, déambule dans un monde virtuel, l'omniverse, pour se consoler du monde réel, bien sûr, et il croise à plusieurs reprises l'avatar d'Alice. Alors le vertige le prend, l'insensible s'agite et se met à cogiter, son rationalisme est ébranlé, une brèche s'ouvre dans son esprit et son rapport à la mort change. Il cherche à relier technologie et métaphysique par le truchement de causalité puisée dans la physique quantique, et c'est l'occasion pour notre romancier, Frédéric Bécourt, d'introduire un petit débat philosophique, ce qui est nécessaire à tout bon roman, hein, malgré tout. Donc entre Guillaume et le père d'Alice, catholique croyant, il croit à la verticalité de l'être, au combat du bien et du mal. Voilà. Donc avec Thanatos, on ne va pas aller plus loin dans l'histoire, sinon vous allez tout savoir, c'est pas possible. Donc Thanatos de Frédéric Bécourt nous décrit finalement un stade nouveau de l'évolution de l'être, le gamer, que l'on pourrait appeler Homo technicus, hein, pourquoi pas. Donc celui-là, est-il encore capable d'une vie intérieure, de questionnement métaphysique, ce qui était le propre de l'homme jusqu'à maintenant? Est-il indépendant de la technique pour nourrir ses pensées, ses espoirs? Alors, Frédéric Bécourt est un auteur bordelais, c'est son 3e roman, et il a un talent manifeste, c'est qu'il nous rend attachants tous ces personnages, absolument tous, y compris ceux qui, à l'instar de ce gamer, nous sembleraient a priori loin de nous, je l'espère, et même surtout de notre idéal. Alors c'est aux éditions Héliopole, 264 pages, 23 €, roman de Frédéric Bécourt, c'est son 3e roman, que je vous recommande et qui vient tout juste de sortir. Merci Maximilien Frisch, mais vous arrivez avec d'autres choses dans votre hotte. Oui. Et j'arrive avec un 2e livre que je considère comme un chef-d'œuvre. Alors attention, voilà. Alors il ne vient pas de sortir, ce 2e livre, c'est donc Les Grandes Patries étranges de Guillaume Cyr, aux éditions Calman-Lévy. Il est sorti en septembre, néanmoins je crois que les livres ont le droit de dépasser leur propre buzz, qu'ils ne sont pas condamnés au pilon 3 mois après, et qu'ils peuvent venir jusqu'à nous pour devenir des classiques. Alors maintenant, de quoi s'agit-il, hein, bien sûr? Je vais vous en parler. Guillaume Cyr nous raconte L'amour fou. L'amour fou de Joseph Porte-d'Or pour Anima. Le décor de cet amour, c'est le XXe siècle, aux idéologies douteuses, comme on le sait tous, et aux guerres fratricides. Ça se passe à Toulouse. Il y a la guerre dont on sort, la guerre d'Espagne, le communisme, l'antisémitisme, et puis la guerre dans laquelle on entre, la résistance, et encore le communisme, la libération, etc. Mais tout ça n'est qu'un décor. Tout ça n'est que l'extérieur du matériau à l'usage de qui veut devenir un héros, le chevalier à la rose, capable de dire encore et toujours « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, tu ne mourras pas, je te protégerai ». Comme si l'amour pouvait protéger de la mort. Mais
Mais on est en littérature, hein. Et seulement deux choses peuvent faire d'un héros, de nous un héros, la guerre ou l'amour. Eh bien, Joseph Porte d'Or, le héros des grandes patries étranges de Guillaume Sire, a connu les deux. La guerre est transcendée par l'amour, et c'est Anima, la petite voisine juive, qui fera de Joseph Porte d'Or un héros. Elle lui dit « Tu m'aimeras, je te ferai souffrir, c'est une petite fille méchante », et c'est comme ça qu'elle l'adoube chevalier. Tombé en amour finalement dès son enfance à Toulouse, toute la vie de Joseph ne sera que quête et éternel retour à l'être aimé. Il ne vieillira que pour ça, que pour attendre la lettre d'une femme dont il est amoureux depuis qu'il sait lire. Tout pour me plaire, vous l'aurez compris, c'est mon thème de l'année, l'amour fou, et donc j'étais vraiment... J'en ai rêvé 3 nuits de ce livre, quand même. Voilà. Maximilien, on va essayer de lire d'abord et on parlera de nos rêves ensuite. Exactement. Et il vous reste 2 minutes pour nous parler d'un 3e livre. Alors, 2 minutes pour un 3e livre. C'est un tout petit livre de Frédéric Oudard aux éditions du Feu Sacré, maison d'édition réputée pour la qualité de ses ouvrages, particulièrement bien travaillés. Et donc, ça s'appelle Fond vert. Ça raconte, c'est une nouvelle poétique et ça raconte de façon ironique et poétique l'exil d'un rural, d'un citadin déconnecté, autant dire néo-rural. Je ne suis qu'un poète citadin échoué à la Cambrousse, dit-il. Il s'avère totalement cet homme handicapé vis-à-vis de la nature. L'enracinement peut être pour le meilleur, mais pour lui c'est pour le pire, totalement. Et donc on le suit dans ses bricolages, dans une vieille baraque qui semble l'engloutir, dans ses allers-retours pathétiques à la déchetterie, dans ses promenades entourées d'un verre envahissant et englué d'une lourde glaise. Et l'homme est incapable de réel. Il nous fait sourire parce qu'en fait, il y a un peu de nous malgré tout. On est tous un peu ce bobo incapable. Il dépérit, ne parvient même pas à comprendre ni à accepter l'immuable autour de lui. Les vaches, elles sont toujours là, alors que l'abattoir ne cesse de tourner. Comment ça se fait? Donc la campagne et son fond vert, finalement. C'est un petit livre que je vous recommande d'acheter et surtout de lire à haute voix parce qu'il mérite la performance. En fait, c'est un livre d'apéro. Voilà. En tout cas, ces poèmes à la première personne, effectivement, on a l'impression d'être plongé dans un flux intérieur qui est exactement celui du Parisien à la campagne. Merci 1000 fois Maximilien Frisch de nous avoir apporté tout ça. Je tiens quand même à dire à votre place qu'il faut aussi lire Marie-Noël Tranchant, signe un très beau poème sur Notre-Dame de Paris, publié aux éditions Nouvelle Marge, remarquable maison d'édition, avec animé par un remarquable éditeur. Voilà. Maximilien Frisch, j'espère que vous reviendrez souvent nous parler de littérature contemporaine et merci surtout de nous apporter le plaisir de tous ces petits éditeurs qu'on ne connaît pas forcément. Avec joie, j'en reviendrai. L'addition. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Rémi Tel, ça tombe bien, c'est le jour normal. Vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, Vaincre les covidisme, Paroles révoltées, La chute de Prométhée, mais aujourd'hui, on va parler d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que c'est un véritable bonheur ce qui est en train de nous préparer le gouvernement. Bonjour Richard, bonjour Liselotte, bonjour à tous. Et oui, cher Richard, quand nous avons décidé d'aborder cette question du programme d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, publié hier au journal officiel, je me suis promis d'être de bonne foi, en dépit d'un a priori très négatif. Je me suis donc rendu sur le site de l'Éducation nationale pour découvrir le programme en question et je n'ai pas été déçu. Pour ce qui est des maternelles, dès la première page, on les invite, je cite, à prendre conscience de ce qu'est l'intimité, les parties intimes du corps, les mots, les gestes et les conduites associées, les maternelles donc, mais aussi à appréhender, comprendre et respecter les différentes structures familiales à partir d'albums sur le thème « Qu'est-ce qu'une famille ?» Les libraires LGBTQIA+, vont être ravis. Au CP, il s'agira d'apprendre à nommer les parties du corps, dont les parties intimes, en utilisant un vocabulaire scientifique. Ayant une petite fille de CP à la maison, je vous assure qu'on a du mal à l'imaginer prononcer des mots comme vagin, pénis ou clitoris. Il y a sans doute une raison à cela. Au CE1, les élèves devront repérer les stéréotypes de genre dans les catalogues, dans les publicités ou le choix des couleurs dans les emballages. Nous pourrions continuer ainsi pendant plusieurs minutes. Pour le collège et pour le lycée, le programme tient en 3 mots et 3 lettres, théorie du genre et IVG. Voilà sur le fond, Richard.
Concernant la méthode, les parents ne seront pas avertis des dates auxquelles se dérouleront les 3 séances annuelles du programme. Nous sommes donc bien dans le cadre de la dérive totalitaire dénoncée il y a plusieurs semaines déjà par la spécialiste des questions éducatives Sophie Audugé et le psychiatre Maurice Berger, et ce d'autant que la place occupée par les militants LGBTQ dans cet enseignement n'est pas claire, au moins pour le second degré. Il y a donc sérieusement de quoi s'interroger sur l'obsession des élites, entre guillemets, progressistes, à parler de sexualité avec les enfants. Poser cette question, c'est sans doute déjà y répondre un peu. Chez certains d'ailleurs, on ne s'en cache même pas. Ainsi, Libération fanfaronnait joyeusement hier avec ce titre. En 5e, notre prof de biologie invite les filles à regarder leur vulve à l'aide d'un miroir chez elles. Merci. Je voudrais revenir sur d'abord, évidemment, nous sommes effondrés, et d'autre part, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas prévu d'avertir les parents. Dire les syndicats d'enseignants étaient très inquiets. Si jamais on avertissait les parents, ces parents assez fous et criminels pour ne pas laisser leurs enfants de 3 ans apprendre les mots clitoris, auraient été capables de déclarer une maladie opportune. Et donc là, il n'est pas prévu de prévenir les parents à l'avance de la programmation de ces enseignements, affirme le ministère de l'Éducation, pour que forcément les gamins y assistent. Et le ministère en a rajouté des couches. Nous serons très fermes face à toute contestation qui pourrait surgir. Là, c'est vraiment l'endoctrinement maximal qui est prévu. Et tous les bons esprits, évidemment, expliquent que de même que si jamais vous considérez qu'un islamiste a une chance de défendre la charia, c'est que vous êtes islamophobe et donc raciste. Donc si jamais vous considérez qu'on n'a pas le droit de parler d'éducation à la vie affective et sexuelle dès l'âge de 3 ans, c'est forcément que vous êtes pour la culture du viol et sans doute un violeur vous-même. Effectivement, il y a 2 questions dans ce programme. La première, c'est peut-on se fier à ceux qui l'instaurent ? Ça, on aura sans doute l'occasion d'en parler après. Et puis, est-ce le rôle de l'État de se saisir de cette prérogative, d'entrer par effraction, d'une certaine façon, dans la vie psychique des plus jeunes sur cette question de l'intime. Et une fois de plus, les syndicats enseignants ont choisi de mener le plus mauvais des combats pour eux-mêmes et contre l'intérêt de l'enfant. C'est très surprenant dans une école qui se revendique comme le trait d'union entre la société et les familles, que de vouloir comme ça exclure les parents de cette discussion, comme s'il y avait quelque chose à cacher d'une certaine manière. Alors bon, c'est pas nouveau, quand il a fallu défendre l'intérêt de l'enfant pendant la période du Covid, les syndicats enseignants étaient aux abonnés absents. Sur tout un tas de problématiques qui touchent à l'éducation en tant que telle, on les entend très peu. Finalement, on les retrouve quand il s'agit de parler du salaire des professeurs ou donc de défendre ce petit précaré, là, non seulement ridicule, mais en plus, qui est une forme de porte ouverte à toutes les dérives. Et je crois que c'est bien pour ça que Maurice Berger et Sophie Audugé parlent de dérives totalitaires, en réalité, puisque on retire à la famille tout droit de regard. C'est pas simplement tout pouvoir, c'est tout droit de regard sur des questions aussi intimes que celle de la sexualité, a fortiori abordées avec leurs enfants les plus jeunes. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on nous explique qu'on va apprendre à dire clitoris et pénis alors qu'on a 3 et 4 ans, à l'époque où on dit zizi et zézette. Et si on dit zizi et zézette, en fait, c'est tout simplement parce que le clitoris d'une petite fille de 3 ans, c'est pas exactement celle d'une femme de 35, et que le pénis d'un gamin de 4, c'est pas exactement celui d'un homme de 42, même s'il est député et les filles. Et on est en fait en train de se dire que il y a juste l'ignorance absolue du fait que la réalité physiologique qu'on prétend apprendre aux gamins n'est absolument pas leur réalité physiologique. Et donc, sous prétexte de s'adapter à l'enfant, on est au contraire en train de leur donner un discours d'adultes qu'ils sont incapables de comprendre. Mais je souscris en tout point à ce que vous dites. On sent, à la lecture de ce programme, une forme de volonté d'indifférencier finalement les enfants par rapport aux adultes en leur prodiguant des conseils ou des connaissances qui en réalité ne correspondent pas à leur état de maturité émotionnelle et de maturité psychique. Et dans cette indifférenciation, on
on a quand même une idéologie derrière qui est moi qui me dérange profondément, si vous voulez, parce ce n'est pas une idéologie qui porte simplement sur la question de l'égalité, parce que ça, à la limite, on pourrait en débattre et ça peut sembler même assez légitime, mais sur la question de la sexualité et de tenir un discours sur la sexualité à des enfants. Et là, si j'ose dire, il y a quand même un mélange des genres qui est particulièrement troublant, et dans les associations qui interviennent aujourd'hui, que ce soit dans certaines écoles, mais aussi dans des bibliothèques municipales, les exemples foisonnent au cours des dernières années, on trouve quand même des choses parfois très étonnantes. Et moi, je considère que c'est très suspect, finalement, ce désir-là, comme ça, d'aller exposer la sexualité auprès d'enfants, surtout de la part de gens, là, je parle même plus des associations LGBT, mais plutôt du pouvoir macronien, finalement, qui sont issus de cette grande tradition du jouir sans entrave, dont l'un des premiers soutiens de la Macronie, rappelons-le, a été quand même Daniel Cohn-Bendit. Bon, donc tout ça pose question, et à titre personnel, je ne leur accorde pas le bénéfice du doute, et je pense que beaucoup de parents seront également de ce point de vue-là. Mais justement, Rémi Tel, c'était ma question. Déjà, bonjour, puisque je commence à l'instant. Rémi, quand on observe la société aujourd'hui, on se rend compte quand même que la thématique de la sexualité et celle de l'enfance sont toutes les deux de plus en plus poreuses. On a une hypersexualisation du corps de l'enfant, ça se voit dans les publicités, dans les films, enfin globalement dans la culture. On a donc ces nouvelles volontés d'exposer la sexualité aux enfants et de les inciter à exposer la leur aussi. Par ailleurs, c'est leur apprendre à parler de leur corps avec des adultes. Enfin, il y a, comme vous le disiez, quelque chose d'assez malsain. Est-ce que ce qui est en train de se profiler, c'est pas d'une certaine façon la banalisation de la pédophilie? C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais on entend aussi maintenant certains discours qui expliquent que on est finalement aussi capable de définir quel âge on a. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut définir de quel sexe on est bien loin de notre sexe biologique. Pourquoi on pourrait pas faire la même chose avec l'âge? Et dans ces cas-là, est-ce que ça ouvre pas la porte à bien des dérives? En clair, voilà, est-ce qu'on est en passe de tomber dans une société qui pourrait tolérer, banaliser la pédophilie, Rémi Tel? Les États-Unis de Donald Trump font le choix de considérer que les adultes qui parlent aux enfants de sexualité et qui parviennent à les convaincre, par exemple, de modifier leur genre, si tant est qu'il soit possible de le faire, mais par des bloqueurs de puberté ou par des opérations de mutilation sexuelle, l'administration Trump considère désormais ces adultes comme des pédocriminels. Et à nouveau, il y a de quoi quand même s'interroger sur le désir obsessionnel d'une partie de la gauche d'aborder la question de la sexualité avec des enfants, quand on sait que cette gauche, dans les années 70, dans les années 80, revendiquait le droit d'avoir des relations sexuelles avec les plus jeunes. Je vous renvoie à ces tribunes de Libération sur l'amour avec les moins de 5 ans, les petites annonces même qui paraissaient dans Libération à la fin et qui organisaient d'une certaine façon la pédocriminalité à Paris. Donc oui, il y a sincèrement de quoi se poser des questions, et il y a une grande partie de ce programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui porte sur le consentement. Alors, de prime abord, on pourrait se dire c'est une excellente idée. Bon, on rappelle quand même que le gouvernement a sorti dehors le juge Durand, l'excellent juge Édouard Durand, qui était à la tête de la Ciivise, pour lutter donc contre les abus sexuels faits aux enfants. Et là, il y a toute une partie sur le consentement. Et a priori, on se dit, c'est plutôt une bonne chose, ça apprend aux enfants à dire non, ce qui est évidemment souhaitable. Sauf qu'en fait, si on avance vers un deuxième niveau d'analyse, c'est une façon de mettre sur le même plan le consentement des adultes avec le consentement des enfants, comme si, et aujourd'hui certains députés, je ne citerai pas de nom, mais c'est sur des grandes chaînes de télévision le disent, comme s'il pouvait y avoir un consentement des enfants à la sexualité. C'est-à-dire que c'est extrêmement pervers, en fait. Au nom de la lutte contre les abus sexuels faits aux enfants, on introduit l'idée que certains enfants pourraient consentir à avoir des relations sexuelles
avec des adultes. Donc effectivement, là, on franchit un cap qui est quand même très grave. Et d'ailleurs, la date aujourd'hui de la maturité sexuelle est considérée à 15 ans. Il me semble, elle est régulièrement remise en question. Donc peut-être qu'on va avoir à nouveau un recul et qu'on nous expliquera d'ici quelques mois ou années qu'en fait, un enfant de 13 ans est capable d'expliquer que oui, il était consentant quand il a eu des rapports sexuels avec un adulte de 40 ans. C'est quand même assez dramatique. Je veux pas aborder des sujets trop polémiques, mais c'est pas le genre de radio courtoisie, vous avez raison. C'est pas le genre de radio courtoisie, je voudrais pas que vous ayez de difficultés, donc je vais le faire de façon subtile. Mais enfin, on nous a quand même commandé, en 2016, de trouver formidable cette rencontre entre un ado de 14 ans et sa professeure de 39 ans. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui vous expliquent qu'ils vont protéger les enfants contre l'effraction psychique dans leur sexualité. Et bon, c'est pour ça qu'ils sont pas dignes de foi, pardon de le dire aussi clairement. Je ne leur accorde pas le bénéfice du doute. Venu peut-être d'une autre formation politique, cet enseignement à la vie affective et sexuelle aurait pu paraître opportun. Je me souviens de mes cours de 5e, 4e, où on parlait d'éducation à la sexualité. Mais déjà, il n'était pas question de théorie du genre, il n'était pas question d'entraîner un questionnement chez les adolescents sur leur identité sexuelle. Et puis surtout, tout ça commençait au moment de la puberté. Là, on parle d'enseignement dispensé à des enfants de 3 ans et sujet en plus à une évaluation. Louis Rigaudière, je crois que vous aviez une question. Oui, non, mais c'est avant tout, bonjour Rémitel, c'est avant tout pour pointer aussi une défaillance judiciaire qui est absolument colossale. Sophie Audugé, justement, vous la citiez régulièrement, pointait des chiffres absolument dingues où il y avait plus de 90% des incestes qui n'étaient pas condamnés ou des agressions sexuelles sur mineurs qui passent à la trappe d'une façon considérable. Mais pour rester sur Sophie Audugé, justement, je vous ai découpé un entretien de CNews il y a 2 mois où elle illustre à peu près le propos que vous venez de citer sur ces dérives à l'école et notamment chez les enfants. Écoutez. J'ai travaillé sur la question transidentificatoire chez les mineurs, où on a vu effectivement des livres, dès la maternelle, des contenus de manuels scolaires, évoquer l'idéologie du genre, présenter une infinité de sexes, avec même des schémas, si vous voulez. Tout ça, c'est du réel, c'est des manuels scolaires qui sont faits sur des programmes scolaires, qui sont publiés, qui sont achetés par l'éducation nationale. On a vu également des propos à caractère sexuel se tenir, et c'est pas parce qu'on refait l'histoire après et qu'on fait dire autre chose à une personne qui à l'époque n'a pas nié que ça va changer le réel. Et puis ces documents, si vous voulez, on les a encore. Moi, la semaine dernière, je recevais une liste de questions dans un dossier de presse d'une structure qui intervient où, eh bien, effectivement, les élèves en classe demandent la longueur d'un pénis, quel goût a le sperme, etc. Non, mais c'est du réel, si vous voulez. Non, mais c'est ahurissant, et il faut dire que toutes ces dérives ont démarré avec cette fameuse théorie du genre, dont on pourrait croire qu'elle a démarré en 2013 avec la loi pour le mariage homosexuel, mais c'est une fausse idée, c'est une idée reçue. Il faut comprendre que tout a démarré dès 2011 sous Sarkozy, avec François Fillon, Premier ministre, et Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, qui a ouvert les vannes à la théorie du genre. Maintenant, c'est documenté, il y a des articles de l'époque. Merci de nous rappeler les responsabilités de chacun, voilà, Louis. donc là, c'est encore bon. Exactement, et c'est un bel exemple de trahison à droite, Rémitel. Et vous savez, je me souviens de mes jeunes années à Sciences Po. Tout ça remonte effectivement aux années 2012-2013. Sciences Po organisait chaque année une Queer Week, qui était la semaine des sexualités, et qui avait intégré à l'époque une exposition photographique où vous trouviez des petites filles de 5 ans qui disaient, je cite, « Je suis une grosse gouine » ou des choses du même acabit. Et donc, quand on fait la promotion de l'ensemble des sexualités, vous voyez bien où tout cela mène. Et je voulais vous poser une petite colle, puisque vous parliez d'inceste, Louis. Est-ce que vous connaissez le nom de l'avocat qui a tenté d'introduire en droit français la notion d'inceste heureux? Quelle horreur. Eh bien, il s'agissait d'Éric Dupond-Moretti. Oh, sympa. Il s'agissait d'Éric Dupond-Moretti qui s'était fait une spécialité d'ailleurs de défendre des personnes mises en cause pour avoir eu des relations sexuelles avec des enfants. Tout le monde a le droit d'être défendu et tout le monde a le droit d'avoir un avocat. Mais quand c'est devenu, si vous voulez, une spécialité, ça pose aussi question à nouveau sur une certaine vision de la morale et une certaine vision de la société. Et à nouveau, c'est la raison pour laquelle les gens doivent être quand même assez inquiets. C'est-à-dire que
ceux qui veulent introduire ces enseignements dans les écoles sont clairement suspects, à tout le moins, d'une forme de complaisance vis-à-vis de la pédocriminalité. Alors, il y a cette complaisance vis-à-vis de la pédocriminalité, pour reprendre vos mots. Il y a, à côté de ça, l'idée que, vous le soulignez tout au début, que l'État doit en fait intervenir en permanence et que les parents ne sont là que pour donner naissance aux enfants. Et encore, rappelons-nous de cette députée Renaissance qui expliquait qu'il fallait délivrer un permis de parentalité, et donc l'État était même prêt à régler vos rapports sexuels, ou en tout cas la fécondité des 10 rapports. On est en présence quand même d'un État qui se retire de la santé réelle des gens, qui se retire de l'éducation, qui se retire de la sécurité, mais qui considère qu'il faut posséder les âmes. C'est exactement cela. Vous vous souvenez peut-être de cet ouvrage de Vincent Payon, publié dans les années 2010, où il expliquait qu'il fallait arracher les enfants à leur famille. Donc vous voyez que cette vision-là remonte effectivement à loin déjà de la part d'une certaine gauche, parce que la famille, c'est le rempart finalement au totalitarisme politique. C'est la table à laquelle on discute, c'est la table avec laquelle on débat, dans laquelle on peut échanger aussi de nos impressions, de notre ressenti, du monde réel tel qu'on le voit. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que tous les totalitarismes du XXe siècle avaient Noël en horreur, parce que c'était le moment justement où on échappait au discours de l'État, au discours de la société. Et donc dans cette volonté de prendre le pouvoir sur les âmes, y compris dans une dimension extrêmement intime et à un très jeune âge, on est là parfaitement dans cette logique. Il y a une forme de totalitarisme dans le progressisme qui prétend prendre en charge le moindre des aspects de la vie. On l'a vu de façon plus légère avec cette publication là cette semaine ou la semaine précédente de l'ADEME nous expliquant combien de fois par semaine on devait laver nos sous-vêtements ou laver nos jeans. Vous voyez, là, l'État n'est plus du tout à sa place. Et d'ailleurs, dans les réflexions on en avait discuté il y a quelques semaines, mais dans les réflexions actuelles sur la crise politique, sur la crise institutionnelle, se posera cette question sur le rôle de l'État et sur cette place. C'est un travail qui est en train d'être mené aux États-Unis. Espérons qu'il le soit aussi prochainement en France. Alors, il est mené, grâce à Dieu, ailleurs aussi, en Italie par exemple. Et le forum Viva, dont on a parlé sur cette antenne en mars, a des ateliers où justement on proposera des alternatives pour que des parents qui ont envie d'éduquer eux-mêmes leurs enfants puissent justement aborder ces questions d'éveil à la vie affective et sexuelle. Est-ce que, Rémi Tel, il y a en ce moment une résistance qui s'organise contre ces programmes, ou est-ce que on est tous paralysés de trouille à l'idée de ce que le gouvernement est capable de nous faire subir, puisque la ministre explique que nous serons très fermes face à toute contestation qui pourrait surgir? La résistance s'organise, en témoigne l'initiative de Viva, on témoigne des collectifs par exemple comme celui des parents vigilants, et on sent une prise de conscience parmi les parents, et vous le dites, la meilleure preuve finalement, c'est cette terreur des syndicats de se dire si on avertit les familles des dates auxquelles seront dispensés ces enseignements, alors ils retireront leurs enfants de l'école. En même temps, la riposte face à cette résistance s'organise aussi, et vous savez très bien que au cours des dernières années, la question de l'enseignement à la maison, l'enseignement par la famille, a été considérablement compliqué. On trouve aujourd'hui des décisions de justice qui contreviennent à la loi pour empêcher certains parents de garder leurs enfants à la maison et de faire l'école à la maison. Et c'est à nouveau un marqueur distinctif des dérives totalitaires dans tout régime politique. Il y a, vous savez, il y a quelques critères à regarder pour connaître l'état d'un pays et l'état démocratique d'un pays. Est-ce qu'on peut en sortir librement? Pas est-ce qu'on peut y rentrer librement, mais est-ce qu'on peut en sortir librement? Est-ce qu'on peut faire l'école chez soi? Oui, il y a 2-3 choses comme ça. Et alors nous, on coche malheureusement toutes les cases
qui aujourd'hui font de la France une démocratie faillie à tout le moins. À tout le moins. Rémi Tel, merci beaucoup sur ce message d'espoir. Voilà. Et de toute façon, à bientôt dans 15 jours pour une nouvelle édition où nous pourrons profiter de vos lumières sur toutes ces questions.